Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue sur votre chaîne. Bienvenue dans cette émission Interrogeons-nous, où ce matin nous allons discuter avec le docteur Claude Bekombo de l'économie du sport. Nous sommes bien nombreux à nous interroger sur ce que le sport peut nous apporter, sur ce que le sport rapporte à nos États. Ou alors, nous nous interrogeons pour savoir si nous ne surestimons pas un peu le sport, parce que bien souvent, nous ne voyons pas qu'est-ce qui nous apporte, surtout sur le plan économique, dans notre quotidien, dans la transformation de nos sociétés, dans la transformation de nos États. Bonjour, Dr Claude Bekombo. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Je vous en prie. Ce matin, nous allons discuter de l'économie du sport. Tout à fait. Commençons, comme il est de tradition dans cette émission, par définir ce que c'est que l'économie du sport. Qu'est-ce que l'économie du sport? Merci. L'économie du sport, c'est l'ensemble des moyens financiers, l'ensemble du capital que produit l'activité sportive et qui se partage autour des acteurs du sport et autour de tous les intervenants qui gravitent autour du sport. Donc, le sport est considéré comme une activité génératrice de revenus, donc produit des effets de commerce qui peuvent donc être partagés comme des dividendes commerciales. Voilà, c'est tous les investissements qui sont mis dans le sport. C'est tout ce que le sport produit en termes de capital et qui peut générer des profits. Donc, il y a une activité financière autour du sport, donc des flux financiers qui tournent autour de l'activité sportive en termes d'investisseurs qui viennent investir dans le sport, donc mettre de l'argent dans le sport en attendant des profits, en termes de capacité du sport à chercher les financements internationaux, des financements privés pour développer l'activité. Donc, c'est toute cette faculté du sport de produire des effets de commerce, de faire en sorte que le sport devienne une activité commerciale comme une autre, susceptible de générer des profits, susceptible d'engager des investissements, dont le sport est un produit commercial, donc capable donc de créer autour du sport une économie, donc un marché. Docteur Claude Bekombo, j'ai envie de vous poser la question de savoir si ce profit, c'est uniquement pour des individus, pour le privé. Qu'est-ce que la société, l'espace public gagne dans l'économie du sport? D'accord, merci pour la question. Déjà, nous avons parlé du marché du sport. Nous avons parlé du marché du sport dans la définition. Il faut tout de suite relativiser les choses. C'est-à-dire que le marché du sport, dans le produit, le PIB mondial, quand on compare le sport, l'activité sportive avec les autres activités comme les activités culturelles ou le marché des arts ou le marché de la culture, le marché des arts, c'est sensiblement, ou le marché du luxe plutôt je devais dire, c'est sensiblement 1,8% du PIB mondial. Le marché de la culture, c'est 3% du PIB mondial. Or, le marché du sport, c'est sensiblement 2%. Alors, ce sont des chiffres de 2014-2016. Il y a eu des améliorations au niveau du marché du luxe qui se retrouve sensiblement à 1,8%. Et le marché de la culture qui est passé à 3,4%. Alors, le marché du sport lui reste à 2,2%, donc sensiblement à 2%. Donc, par rapport au PIB mondial, quand on prend d'autres activités, il faut adoucir l'enthousiasme, même quand on voit des sommes colossales qui sont investies par des États pour organiser des compétitions sportives en termes de construction des infrastructures et toutes les facilités possibles. Quand on se rend compte que la cagnotte de l'achat des droits télévisuels de chaque Coupe du Monde augmente de manière sensible, se multiplie par quasiment 150% ou 800%, on est en même de relativiser la puissance économique de ce marché du sport par rapport à d'autres secteurs. Maintenant, pourquoi est-ce que les acteurs investissent autour du sport et à qui est-ce que ces investissements profitent? C'est ça le sens de votre question. Oui. Alors, les acteurs investissent dans le sport
Parce que le sport est une vitrine. Le sport permet plus de visibilité que d'autres activités de publicité à cause de la surface de pénétration mondiale du sport. Le fait qu'une compétition sportive, alors ou une finale de basket ou de football, de Coupe du Monde de football, ou alors un 100 mètres, puisse être vu par plusieurs milliards de téléspectateurs, permet à une marque de pouvoir avoir une visibilité plus étendue. C'est la raison pour laquelle ces sociétés multinationales investissent dans le sport. C'est la raison pour laquelle les États aussi investissent dans le sport, se battent pour obtenir l'organisation des compétitions. Nous l'avons déjà développé dans d'autres émissions. Oui. Les États se battent et cet octroi des compétitions engage l'État à faire des dépenses assez consistantes pour remplir les cahiers des charges et organiser les compétitions. Et effectivement, on peut se demander pourquoi les États investissent tant. Les États investissent parce que ces compétitions-là, quand ces compétitions s'organisent sur leur territoire, ça ouvre des marchés incidents. C'est-à-dire que si la Coupe du Monde s'organise sur votre territoire, vous aurez nécessairement, si on veut parler en termes simples, des touristes. Le taux de remplissage de vos hôtels. On va y revenir, docteur. Ouais. Je vous propose le plan de notre entretien. D'accord. Dans un premier temps, nous allons aborder la dimension économique du sport de haut niveau. Dans un second moment, la consommation sportive. Tout à fait. Et dans un troisième et dernier moment, les articles de sport. D'accord. Donc, ça vous convient ce plan? Tout à fait. D'accord. Commençons par la dimension économique du sport de haut niveau. Oui. Peut-être en mettant un ancrage sur les États qui s'approprient le sport comme élément de visibilité. Oui. Alors, oui, la dimension du sport de haut niveau, alors, il faut prendre les acteurs. On commence par les acteurs, les États, d'abord pour commencer, les sociétés multinationales ou les compagnies, et la communauté sportive elle-même. Il y a donc une triangulation des relations économiques qu'il faut mettre en valeur. Au sommet du triangle, nous avons la communauté sportive elle-même, qui a besoin pour ses activités de capitaux, qui a besoin pour ses activités, qui a besoin que le sport se développe, qui a besoin que les records soient battus et qui, pour cela, a donc besoin des investissements, a donc besoin des investissements colossaux pour avoir des infrastructures, pour avoir des compétitions, pour pouvoir rétribuer les athlètes qui n'ont pas un autre métier en dehors du sport. Donc, c'est la communauté sportive qui est garante de payer les entraîneurs, les athlètes et tous ceux qui collaborent autour du sport. Il faut bien qu'elle trouve de l'argent quelque part pour pouvoir le faire. Et elle peut le faire de deux façons. Elle peut le faire en s'adressant aux sociétés multinationales et en vendant le spectacle sportif en termes de produits. Donc, s'adresser aux sociétés multinationales directement pour des investissements directs dans le sport, donc en signant des partenariats pour financer tel type de programme dans les organisations sportives particulières. Et de l'autre côté, en vendant le produit, c'est-à-dire que le sport comme un produit, c'est-à-dire en vendant des compétitions. C'est pour ça que vous allez voir que des compétitions comme des championnats, des Coupes du Monde ont toujours adossé des sociétés autour. Ça change de nom tout le temps. Voilà, des marques. Ces marques payent. Donc, quand vous allez voir Ligue 1 Conforama, après vous allez voir la finale, la CAN Total. C'était pas Total avant. 2022. Donc, voilà. Donc, c'était CAN MTN, ainsi de suite. Donc, cette communauté sportive-là a donc deux stratégies. La première stratégie, c'est de vendre le produit sportif au plus offrant. Oui. Et ce qui fait qu'au vu de la visibilité dont nous avons parlé tout à l'heure, la valeur marchande du produit sportif ne fait que s'augmenter. Et avec la mondialisation, ce qui fait que cette communauté sportive-là a donc cette stratégie de vendre au plus offrant. Elle a aussi la deuxième stratégie, c'est de discuter directement avec ceux qui payent, entre guillemets, dans les sociétés multinationales, et de discuter des contrats de partenariat pour des projets et ainsi de suite. Le troisième pan de l'action de cette communauté sportive-là, c'est d'entretenir des relations de partenariat avec les États.
mais pas dans le sens de financement, c'est dans le sens des échanges de bons procédés. Ça, c'est au sommet de la pyramide. Maintenant, à la base de cette pyramide-là, nous avons donc les sociétés multinationales. Les sociétés multinationales, leur objectif, c'est de capter l'élan de visibilité que donne le sport pour pouvoir vendre les produits qui n'ont pas de lien direct avec le sport en général. Mais profiter de cette visibilité des compétitions sportives, de cette exposition, de cette surexposition que le sport octroie seul, c'est la seule activité qui octroie ce type d'exposition. Vous allez rarement avoir d'autres activités, même la culture et l'art, même le luxe dont on a parlé tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que pour une cérémonie des Oscars, vous avez des milliards de téléspectateurs. Non, pour un 100 mètres juste, vous avez des milliards de téléspectateurs qui regardent. Donc, les sociétés multinationales ne sont pas aveugles. Elles investissent dans l'offre de la communauté sportive pour pouvoir faire passer leurs produits en termes de merchandising et de marketing. Docteur Claude Bekombo, quel message pour nos entreprises locales? Bon, les entreprises locales, je pense que nous avons déjà eu cette discussion en ce qui concerne la géopolitique du sport. Oui. Les entreprises locales, déjà, c'est à l'État de créer des mesures incitatives pour permettre... C'est déjà quasiment fait. Parce que dans les différentes lois de finances, je parle du Cameroun, que le cas où je connais un peu, les différentes lois de finances donnent des facilités aux entreprises qui financent le sport. Donnent des facilités fiscales aux entreprises qui financent le sport. Alors, est-ce que c'est la communauté sportive nationale qui ne va pas assez vers ces sociétés-là pour présenter des produits intéressants? Est-ce que c'est ces sociétés-là qui ne voient pas l'intérêt de participer au développement du sport pour avoir des facilités fiscales? La réflexion est encore en friche parce qu'il y a des articles, bien entendu, de Pierre-Evina Obam, de Diodem Chimène, de certains chercheurs qui s'occupent de cette question économique-là, qui se posent ces questions de savoir pourquoi est-ce que les entreprises locales ne s'investissent pas dans le sport. Est-ce que le produit sportif n'est pas attractif? Est-ce que le taux de couverture, est-ce qu'une finale de Coupe de Cameroun est regardée par tous les Camerounais? Est-ce qu'une finale de la Coupe du Cameroun de basket ou du championnat de basket est regardée par tous les Camerounais? Je pense qu'il y a un travail à faire de part et d'autre. Autant la communauté sportive nationale a un travail à faire pour effectivement faire en sorte que le sport, leurs activités soient des produits, comme le fait la FIFA, comme le fait la CAF. Autant les entreprises nationales doivent vraiment essayer de participer. On a vu que les brasseries l'ont fait, UCB l'a fait, certains le font, mais très généralement, c'est à perte. C'est à perte parce qu'il faut absolument être sûr que le produit est vendable et bancable. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les cahiers des charges pour organiser les compétitions deviennent de plus en plus ardus pour les États. Parce que ces organisations sportives-là n'ont que ces compétitions-là pour faire leurs bénéfices. Parfois, c'est sur 1 an, parfois, c'est sur 4 ans. 4 ans. Alors donc, ils vont vraiment... c'est une bourse. Ils vont se vendre au plus offrant, entre guillemets, au plus offrant. Fermons la parenthèse là. Je vous ai perturbé un peu. Oui. Vous étiez sur les sociétés multinationales. Sur le troisième pan de notre pyramide. Oui. Le troisième pan de notre pyramide, maintenant, c'est les États. Oui. Dans le cadre de ces fonctionnements-là, c'est les États. Alors, les États investissent dans le sport pour avoir exactement la même chose que les sociétés multinationales, c'est-à-dire bénéficier du taux de visibilité, polir leur image, bénéficier du taux de visibilité, polir leur image. Et les États investissent dans le sport parce que, effectivement, le sport permet de créer l'organisation d'une organisation sportive, d'une compétition sportive, permet de créer les effets économiques induits. C'est-à-dire que autour de l'organisation d'une compétition, cela permet de développer d'autres secteurs, qu'ils soient informels ou qu'ils soient de l'économie classique, ça permet de développer d'autres secteurs. Donc, je pense qu'il y a des développements qu'on va faire dessus dans les prochaines questions. Mais la cagnotte mise par l'État pour construire des stades, pour permettre que construire des hôtels, ainsi de suite, permettre que les compétitions sportives se passent avec beaucoup d'emphase, cet investissement-là, c'est un investissement qui bénéficie à la communauté sportive, parce que la communauté sportive a des stades. Parce que la communauté sportive a des stades qui ne construisent pas. C'est les États qui construisent les stades. Donc, la communauté sportive a des stades,
mais bénéficient de la construction des stades. Mais ce qui est très curieux, c'est que c'est la communauté sportive qui impose les standards de construction des stades selon les types de compétition aux États. Oui. Et les États doivent suivre en mettant des moyens colossaux. Des moyens colossaux. Donc, l'État, il rentre dans son investissement d'une certaine façon. Nous reviendrons sur cela dans les questions qui vont suivre. Donc, le triangle, cette triangulation de la relation économique doit rester présente dans l'esprit. Donc, au sommet de la pyramide, nous avons la communauté sportive. Dans les deux autres pôles de cette pyramide-là, nous avons les multinationales et les États en termes de financement de cette économie du sport. Merci, Dr Bekombo, pour ce développement. Prenons la deuxième étape de notre échange, la consommation sportive. Qu'est-ce que la consommation sportive? D'accord. La consommation sportive, c'est comment est-ce que le sport considéré comme un produit économique est effectivement mis en œuvre ou, entre guillemets, consommé par ceux à qui il s'adresse. C'est-à-dire que nous avons donc les effets économiques du sport. Comment est-ce qu'on profite de cela? On profite de cela. Les premières personnes qui profitent de cette consommation sportive, c'est les sportifs eux-mêmes, ou alors les acteurs du sport. C'est les premiers consommateurs. Les acteurs du sport, c'est eux qui bénéficient de ces niches économiques que le sport génère. C'est-à-dire que c'est les sportifs qui sont payés, c'est des administratifs qui sont payés, c'est les auxiliaires du sport qui sont payés grâce à ces différentes niches que la communauté sportive va rechercher, comme nous l'avons démontré tout à l'heure. Alors, en dehors d'eux, les clubs, donc les clubs aussi bénéficient de ces niches fiscales-là, de ces niches économiques, pardon, autant pour moi, de ces niches économiques. Les clubs en bénéficient. Les clubs en bénéficient parce qu'il y a des salariés, parce que les clubs sont conçus en entreprise. Donc, il y a des entreprises sportives. Donc, non seulement les acteurs, mais les entreprises sportives se constituent parce que le sport est une activité commerciale. Donc, elles créent des entreprises. Nous avons des sociétés dont la majorité des clubs que vous avez aujourd'hui sont des sociétés commerciales dans le sens classique du terme. C'est-à-dire qu'elles ont des actionnaires, elles ont un conseil d'administration qui siège normalement comme toutes les sociétés classiques. Parfois cotées en bourse. Et d'ailleurs, j'y arrivais. D'ailleurs, ce sont des sociétés qui fonctionnent comme toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'à la quête des profits, elles sont cotées en bourse, elles signent des contrats avec d'autres sociétés et fonctionnent normalement, peu importe la modalité de créer des sociétés à objet sportif, mais que ce soit des sociétés à objet sportif qui sont des sociétés spécifiques de la communauté sportive. Les sociétés sportives sont des sociétés anonymes, sont des sociétés en commandite, obéissent aux règles des droits des sociétés sur l'espace international et vont aussi chercher des investissements internationaux. Je pense que les spécialistes des questions d'investissement internationaux, comme notre ami Richard Macon, va bien le compte. Ils vont chercher des investissements internationaux là où c'est disponible. Les clubs sportifs vont sur le marché international. Donc, c'est quasiment eux, ces clubs-là, qui sont des consommateurs de cette manne sportive-là, ce financement du sport. Donc, nous avons dans ces sociétés-là, nous avons les sportifs eux-mêmes et les auxiliaires du sport. Nous avons maintenant les acteurs du commerce. On ne peut pas les mettre de côté. Les acteurs du commerce qui bénéficient qui sont les consommateurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ignorer que à côté d'une activité sportive, il y a des activités dérivées. Pour confectionner les maillots, pour produire des ballons. Là, nous sommes dans le cas des articles de sport. Tout à fait. Déjà. Nous allons y arriver, mais je veux juste faire comprendre que ça fait fonctionner de l'économie parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement les acteurs du sport stricto sensu qui bénéficient de cela. Parce qu'il y a une demande que le marché du sport génère. Et les consommateurs de cette demande-là sont au-delà du marché du sport, des acteurs du marché du sport. On peut avoir des consommateurs dans le marché télévisuel, on peut avoir des consommateurs dans le marché industriel, parce que le sport aussi développe les industries. Si vous avez
un taux de consommation. Vous n'allez pas imaginer que des joueurs jouent avec le même maillot chaque année. Vous voyez bien qu'à chaque match de telle compétition, il y a des maillots qui doivent être... Il y a des entreprises qui travaillent sur ces questions-là. Et ces entreprises-là sont bénéficiaires sont des consommateurs de cette manne. Terminons par là, justement, sur les articles de sport. Et essayons de comprendre déjà ce que c'est qu'un article généré par le sport et ensuite comment est-ce qu'il influence cette économie-là. Alors, les articles de sport, c'est tous les instruments que les sportifs utilisent dans le cadre de leur activité. Tous les instruments. Donc, ça peut partir du simple ballon, au maillot, au lacet, au tennis, au godasse, ou alors au javelot, au poids. Donc, tous ces articles-là, la perche, donc, tous ces articles-là font partie, contrairement à ce que certains pensent. Ce n'est pas simplement l'équipement, non. C'est tous les éléments qui rentrent dans cela. Donc, le javelot, la perche, ainsi de suite, font partie des articles du sport. Oui. Font partie des articles dans le sens où, à ces articles-là, on adosse effectivement des marques. Des marques viennent s'accoler à ces articles-là. Quand vous voyez un ballon Puma, vous voyez un ballon Adidas. Avant, il n'y avait pas de publicité sur ces articles. Aujourd'hui, il y a des publicités sur ces articles. Aujourd'hui, vous voyez sur des maillots, vous entendez parler du Rwanda, vous voyez Adidas, vous voyez beaucoup de choses sur des maillots. Ces articles-là n'ont de valeur que parce que des marques s'adossent à ces articles-là. Si vous pouvez imaginer des sportifs ayant une tenue sans aucune indication de marque, ça ne va pas nécessairement vous toucher. C'est parce que vous voyez ces marques sur ces articles-là que vous avez envie d'acheter cet article avec cette marque. Donc, l'article sportif est éminemment lié au merchandising. C'est-à-dire que le fait que l'article est accolé à une marque, ça permet derrière d'avoir toute une stratégie de vente du dit article. C'est un peu cela. Donc, il y a derrière les articles de sport toute une économie de représentation. C'est une économie de représentation. Donc, c'est une économie de représentation qui ouvre la voie à des possibilités de consommation. Donc, le système sportif a imaginé ce vol. Avant, il n'y avait pas, vous vous souvenez des images, il n'y avait pas de publicité sur les maillots. Il n'y avait même pas de publicité sur les ballons. Nous avions des ballons classiques, nous avons même des ballons FIFA. Avant, la communauté sportive mettait carrément le logo sur les différents objets sportifs. Je m'en voudrais si je vous posais pas. Il semble qu'il arrive un moment où même certains sportifs deviennent des marques. Oui, c'est pour ça que les auteurs comme Jean-Marie Brome développent carrément cette déshumanisation du sport, cette théorie de la déshumanisation, parce qu'effectivement, la marque, on va très loin dans la marque. On a poussé le merchandising très loin, au point où, effectivement, des sportifs deviennent des marques. Deviennent des marques dans le sens où, effectivement, ils incarnent. Nous allons laisser le football. Nous pensons à Sébastien Chabal, à qui il était carrément interdit de couper sa barbe, contractuellement. Alors, ça pose quand même des problèmes éthiques. Si un sportif en arrive au point où il ne doit pas, il a un contrat qui empêche qu'il puisse avoir le choix. Peut-être parce qu'on risque de ne pas le remarquer. Bon, voilà, c'est ça l'objet de votre question. Jonah Lomu, ainsi de suite, il y a des sportifs qui ont des contrats d'exclusivité, qui sont des marques. Effectivement, j'en viens à Griezmann, le joueur de football français, qui, à un moment donné, parce qu'il avait un contrat assez juteux avec une société de cosmétiques, ne devait pas couper ses cheveux pour un moment donné. Donc vous voyez, ce que vous dites, ça vous montre la logique économique, et la logique économique du merchandising et du marketing sportif. Finalement, dans cette chaîne-là, dans cette trilogie dont nous venons de débattre là, on a l'impression que le nœud, c'est les articles de sport. C'est là-bas peut-être que c'est où se concentre les véritables revenus du sport. Les véritables revenus du sport... Et du coup, je m'en vais poser une question derrière. C'est pour quelqu'un pour un pays ou bien pour un continent qui
ne fabrique pas ses propres articles, je pense que ce doit être une grosse perte économique. Nous revenons dans la géopolitique du sport dont nous avons parlé. Oui. Et à votre question pertinente de ce que font les sociétés locales en Afrique pour entrer dans ce marché. Mais ce marché du sport, il est comme le marché mondial, il est comme le marché classique. C'est-à-dire que ce marché du sport a des superpuissances qui dominent. Et les films Adidas Puma vont dominer. C'est des films qui ont des tentacules assez étendus, qui ont des contrats avec des équipes nationales, qui ont des contrats avec des États, qui font que c'est un peu difficile pour les nouveaux venus de pouvoir se faire une place dans ce marché qui est hyper concurrentiel. C'est un marché qui n'est pas un marché de concurrence pure et parfaite. Hein. C'est un marché à la Adam Smith, c'est-à-dire que la main visible régule. Oui. Ce n'est pas un marché de concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire que vraiment il y a des règles et tout. Non, c'est un marché à la Adam Smith, c'est-à-dire que voilà. Donc ça fait en sorte que non seulement les deux pieds de cette économie, c'est effectivement le merchandising des articles de sport, mais de l'autre côté, le fait de vendre le spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle qu'on vend qui est l'audiovisuel, la télévision. N'oubliez pas cela, c'est ça qui donne vraiment beaucoup d'argent à la communauté sportive, de vendre les droits audiovisuels. Oui. Les droits audiovisuels sont le nœud gordien de cette économie du sport entretenue par la communauté sportive. Les articles sont un des pans, mais les articles ne sont pas aussi puissants que de vendre les compétitions sportives. Vous vous rendez compte que les compétitions sportives sont vendues pour chaque édition. Ils ne sont pas vendus pour 2 éditions parce que justement on calcule la marge bénéficiaire, les développements économiques possibles sur les 4 prochaines éditions. Même l'IAAF d'athlétisme fait exactement la même chose. L'IAAF est arrivé à un point où ils vendent les droits des Jeux Olympiques, mais les droits de la finale du 100 mètres différemment. C'est pour vous dire. Et la détention des droits dépendent-ils des États, des multinates ou bien des sportifs eux-mêmes? La détention, comment ça se passe? C'est-à-dire que parce qu'il y a des sociétés qui ont des droits qu'ils revendent aux chaînes de télévision et ainsi de suite, à des partenaires ou bien à des sous-partenaires. Comment est-ce que ça se passe? Qui, au nom de quoi, détient par exemple le droit d'avoir les images de la Coupe du Monde? Est-ce qu'il achète à la FIFA directement? Si c'est la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il achète à la CAF? Non, ce qui se passe, c'est très simple. Vous avez les naming rights, c'est-à-dire que les droits de donner le nom à une compétition. Oui. Tout cela se négocie entre l'organisation sportive qui a le droit de propriété sur la compétition et la société qui veut acheter tous les droits. Parce que ça dépend maintenant du type de négociation. C'est un appel d'offres? En général, c'est un appel d'offres. Oui. En général. Mais dans le cas de la communauté sportive n'a pas le droit, n'a même pas besoin de faire l'appel d'offres, puisque toutes les sociétés savent que dans telle échéance, il y a telle compétition et en général envoient leur offre de partenariat ou alors leur offre de financement de la compétition. Et la communauté sportive croule sur le poids des offres de financement de ces compétitions au point où quand la compétition est bancable, au point où elle n'a même pas souvent besoin de le faire. Vous allez rarement voir la FIFA, la CAF ou l'IAAF faire un appel pour la Coupe de la CAN. C'est très rare. En général, les sociétés se bousculent. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les organisations sportives ne font que des contrats pour des compétitions données. Ne font pas des contrats pour 2-3 compétitions. Oui. Ça se fait au niveau local pour les championnats. Vous allez voir le championnat de France, Canal plus pas avoir les droits pour 3-4 ans. Pour 3-4 ans. Maintenant, on est même en train de revenir à 2 ans. Oui. Parce que les ligues, les fédérations nationales voient, bien entendu, ce que ces droits-là leur apportent et le développement du secteur audiovisuel avec la multiplication des chaînes à caractère universel fait que cette cagnotte-là augmente considérablement. C'est sur ces mots que nous allons arrêter cette émission, cette discussion sur l'économie du sport. Et vraiment, Wafrica TV vous remercie grandement pour ces éclairages. Et ceux qui nous regardent devraient trouver dans notre échange des éléments pour pouvoir poursuivre la recherche. Si c'est des entreprises, pourquoi pas des idées pour pouvoir investir dans le domaine du sport. Merci, Dr Claude Bekomo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que notre Afrique doit gagner le combat dans ce rapport de force qu'il y a entre nous et les autres parties du monde. Merci, à très bientôt sur Wafrica TV.